Apéro surprise, donnez-moi la définition de l'OTAN. Vous l'avez? Alors normalement, votre réponse devrait ressembler à ça. Une alliance militaire occidentale qui avait été créée pour contrer l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord compte déjà 31 pays membres et bientôt 32 avec la Suède. C'est la première alliance militaire au monde en termes de taille, de puissance de frappe, de capacité de projection, même si c'est en très grande partie grâce à la présence des forces armées états-uniennes dans ses rangs. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que parmi les pays membres de l'OTAN, il y en a un qui n'a tout simplement pas d'armée. Bizarre, vous en conviendrez. Comment est-ce qu'un pays peut intégrer une alliance militaire alors qu'il n'a pas lui-même sa propre armée? Et pourtant, c'est bien le cas de l'Islande, notre protagoniste d'aujourd'hui. Cette île, à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ne compte que 370 000 habitants. Et sa principale source de subsistance, c'est l'industrie de l'aluminium, la pêche et le tourisme. Et donc, comme on vous le disait, le pays n'a pas d'armée. Ça fait 10 ans que l'Islande est au sommet du classement. Et le fait qu'il n'ait pas d'armée y est pour beaucoup. Mais un pays sans armée, ça marche comment? Alors déjà, l'Islande, elle n'est pas la seule dans ce cas. Il y a plus de 30 États qui n'ont pas d'armée, comme par exemple l'Andorre, Monaco, le Panama ou le Costa Rica. Vous remarquerez que ce sont des pays faiblement peuplés et que justement ils sont protégés par le parapluie d'un pays voisin plus grand et plus puissant comme les USA pour le Costa Rica ou la France et Monaco. Par contre, c'est logique qu'un pays qui intègre une alliance militaire possède ses propres forces armées. Et ce qui est encore plus étonnant dans le cas de l'Islande, c'est qu'elle a longtemps été un membre important de l'OTAN. En fait, si le pays ne dispose pas d'une armée, il dispose néanmoins d'un autre atout majeur, sa position géographique. C'est pas par hasard si durant toute la guerre froide, l'Islande était l'objet de toutes les convoitises, notamment celle des États-Unis et de l'Union soviétique. Mais pourquoi précisément? Qu'est-ce qui rend l'emplacement de l'Islande si attrayant sur une map monde? Comment est-ce que l'Islande est parvenue à en tirer profit? Et si l'Islande venait à être attaquée, voire envahie, qui la défendrait? Et quel rôle joue-t-elle dans un Arctique toujours plus occupé par la présence militaire de la Russie? On va tout te raconter dans cette vidéo. Mais avant de continuer, saviez-vous que plus de 1 200 000 appels non sollicités ont été effectués rien que cette année aux USA? Ce qui est vraiment troublant, c'est que le tiers d'entre eux étaient des appels imposteurs, c'est-à-dire des escrocs qui se faisaient passer pour des agences. Ceci dit, pas besoin de s'alarmer. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de protéger votre vie privée en demandant aux courtiers en données de supprimer les données qu'ils ont sur vous. La mauvaise nouvelle, c'est que ça vous prendrait des années pour le faire manuellement. Il y a une solution. Incogni, le sponsor d'aujourd'hui, vous aidera à résoudre ce problème en seulement 3 étapes super faciles. 1. Créer un compte et indiquer à Incogni quelles données personnelles vous souhaitez qu'il supprime. 2. Accorder à Incogni l'autorisation de vous représenter. Ils contacteront les courtiers en données en votre nom et leur demanderont la suppression de vos données personnelles. Et la 3e, détendez-vous. Incogni s'occupera de tout à votre place. Il traitera toutes les objections que les courtiers pourraient lui opposer et surtout, il vous tiendra informé de ses progrès à chaque étape. Et la cerise sur le gâteau, les 100 premiers d'entre vous qui utiliseront le code Diplometrix avec le lien en bio bénéficieront de moins 60% sur Incogni. Ne loupez pas cette opportunité de protéger votre vie privée sur le net. Allez, on reprend la vidéo. Une position stratégique. Alors, c'est quoi la première chose qui te traverse l'esprit si je te parle de l'Islande? D'accord, une équipe de foot qui a super bien performé durant l'Euro 2016, les volcans comme l'Eyjafjallajökull qui paralysent l'espace aérien européen quand il rentre en éruption, les Vikings, etc., etc. Mais à part ça, on ne sait pas grand chose de ce pays. C'est une île massive, assez éloignée du royaume du Danemark et son histoire récente est très marquée par une énorme crise bancaire. Mais l'intérêt stratégique de l'Islande ne devient réellement évident qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, quand le Royaume-Uni puis les USA occupent le pays pour se battre contre les nazis dans l'Atlantique Nord. Après, cette situation, elle était inévitable. En fait, les Islandais avaient pris la décision d'abolir leur armée en 1869. Mais à l'époque, on ignorait encore à quel point son emplacement géographique était important. Sa proximité avec les États-Unis a convaincu la première puissance mondiale de négocier avec l'Islande son adhésion à l'OTAN en tant que membre fondateur.
Donc, en 1944, l'Islande devient définitivement indépendante du Danemark. Reykjavik, la capitale, se savait exposée de par sa situation stratégique, l'intérêt que lui portaient les puissances étrangères et l'absence d'une armée pour défendre le pays. C'est pourquoi le pays nordique décide de participer à la fondation de l'OTAN avec d'autres pays européens, les USA et le Canada. Aujourd'hui, la défense islandaise repose presque intégralement sur ce traité de défense. Sauf que dans la foulée de la guerre de Corée, qui démarre en 1950, le gouvernement islandais craint une attaque de l'Union soviétique. En 51, un an plus tard, Reykjavik demande donc à Washington de déployer sur son territoire des soldats US pour garantir sa sécurité et signe donc un accord bilatéral de défense. Enfin, quand on dit bilatéral, c'est plutôt unilatéral. Ce sont bien les États-Unis qui protègent l'Islande des soviétiques, mais ça arrange bien Washington d'avoir une grosse base avancée en Islande. Rappelez-vous que dans les années 50, il n'y avait pas encore de vol direct entre l'Europe et la East Coast aux US. Il fallait absolument faire escale à mi-chemin pour refaire le plein de carburant. Et à mi-chemin, il y a quoi? Il y a le Groenland et l'Islande. Ok, cette alliance, elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Elle constitue le second pilier de la défense islandaise. Donc, de 1951 à 2006, la force de défense islandaise comptait 1350 soldats US et 100 civils rattachés au ministère de la Défense états-unien, tous dans la base aéronavale de Keflavik. Les Islandais pouvaient souffler, ils étaient à l'abri sous le parapluie nord-américain. C'est un bel exemple de comment un petit pays avec peu de ressources a réussi à tirer profit de ses atouts très spécifiques pour tourner la situation à son avantage. Sauf qu'il y a un mais. Les conditions d'obtention de cet accord de défense, pas vraiment mutuelles vu que ça va que dans un sens, elles sont plutôt tordues. En fait, le gouvernement islandais, il a été assez malicieux. Qu'est-ce qu'on entend par là? On va vous donner un exemple très concret. Vous savez comment les Français ont un différend avec le Royaume-Uni au sujet des eaux territoriales et des zones de pêche dans la Manche? Les roast-beef se sont aussi disputés pour les mêmes raisons avec les Islandais dans les années 50 puis dans les années 70. Et on vous parle pas d'une petite guerre, hein. Ce conflit territorial, il a un nom, la guerre de la morue. En fait, l'Islande a progressivement étendu ses zones de pêche sans négocier avec le Royaume-Uni, ce qui a évidemment entraîné de fortes tensions entre les deux pays. Et même si les USA et les Britanniques sont de très proches alliés, Washington ne s'est jamais, je dis bien jamais, positionné en faveur de Londres. Les Islandais étaient bien trop susceptibles à ce sujet et les Yankees ne voulaient pas risquer de les contrarier, surtout que l'URSS était de plus en plus active dans la région. Ils ont été forts les Islandais, hein. Ils ont réussi à étendre leurs zones économiques exclusives et les zones de pêche jusqu'à 200 milles marins, à peu près jusqu'à 370 km du littoral. Alors d'accord, les experts du droit de la mer parmi vous vont tiquer et me dire « Mais Sancho, tous les pays ont des zones économiques exclusives qui vont jusqu'à 370 km de leur côte. » Bah oui, vous avez raison. Ce qui est vraiment singulier dans cette histoire, c'est pas tant la distance que le temps qui a été nécessaire à l'Islande pour multiplier sa ZEE par 10. Le truc, c'est qu'avec le démantèlement du bloc soviétique, la menace a disparu du jour au lendemain. Et l'importance stratégique de l'Islande avec l'ironie de l'histoire, c'est que c'était justement à Reykjavik qu'en octobre 86, Reagan et Gorbatchev s'étaient mis d'accord pour réduire de moitié leurs arsenaux nucléaires. Bref, c'est pour ça qu'en 2006, les USA ont retiré toutes leurs troupes du territoire islandais. Aujourd'hui, les forces de défense islandaises appartiennent au passé et la base militaire a été cédée au gouvernement islandais qui en a fait le principal aéroport du pays. Après, l'accord de défense bilatéral de 1951 entre l'Islande et les USA, il est toujours en vigueur aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a juste plus de personnel militaire US sur l'île. Et pourtant, le départ de l'armée états-unienne n'a pas laissé un vide sécuritaire pour autant. N'empêche que d'un point de vue psychologique, les Islandais se sentent quand même un peu vulnérables. C'est pour ça que les Islandais ont décidé de prendre en main leur propre sécurité, sans former d'armée islandaise. Alors comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Chapitre suivant. La guerre de glace. En règle générale, les questions sécuritaires sont considérées comme vitales. Il est par conséquent assez inhabituel qu'un pays mette plus de 60 ans à se décider sur la meilleure approche pour garantir la sécurité de son territoire. Pourtant, c'est bien le cas de l'Islande, qui a délégué cette responsabilité aux USA. Sauf qu'avec leur départ en 2006, les Islandais ont dû réévaluer leur situation. C'est pourquoi elles décident de former des alliances avec d'autres pays membres de l'OTAN et qu'à partir de 2008, elles fondent l'Agence
l'agence islandaise de défense et surtout, elle adopte une nouvelle loi de défense. Bon, pas de bol, à cause du manque de financement, l'agence a dû fermer en 2011. Mais la loi, elle, est toujours en vigueur, même qu'en 2016, elle est agrémentée d'une nouvelle politique de sécurité nationale. En gros, l'idée qu'on veut vous faire passer, c'est que les autorités islandaises ne sont pas restées les bras croisés. Donc, même si ces gardes-côtes existent depuis 1918, ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui, avec, tenez-vous bien, 200 marins, 4 navires et 3 hélicoptères. Bon, et depuis le départ des troupes US, c'est vrai que la police islandaise a recruté plus de personnel. Ensuite, l'Islande dispose aussi d'un corps paramilitaire, l'unité de réponse aux crises, une sorte de bataillon qui intervient dans le cadre d'opérations internationales de maintien de la paix. On continue. L'Islande n'est pas aussi dépourvue que l'on ne le pense. Elle a encore 2 gros atouts en poche. Le premier, c'est son système de défense anti-aérienne qui marche grâce à 4 radars qui permettent de détecter toute intrusion dans l'espace aérien islandais et surtout de suivre les missiles tirés contre n'importe quel pays membre de l'OTAN. Et son second atout, c'est son climat et sa topologie. Ils sont parfaitement adaptés pour y organiser le Northern Viking, un exercice militaire de grande ampleur en conditions extrêmes. Après, on va pas se voiler la face, hein. Les capacités défensives islandaises sont très modestes. Elles ne seront certainement pas en mesure de répondre à des défis sécuritaires majeurs. Or, à proximité immédiate de l'Islande, il y a un autre grand espace géographique qui a énormément gagné en importance ces 2 dernières décennies. On vous parle bien entendu de l'Arctique. Et pourquoi est-ce que cette région devient de plus en plus stratégique? Eh bien, tout simplement à cause de la fonte des glaces. En fait, durant l'été, la fonte du cercle arctique s'est considérablement accélérée, laissant apparaître des nouvelles routes commerciales, mais rendant aussi possible l'exploitation de ressources naturelles préalablement inaccessibles. On estime que les fonds marins de l'Arctique regorgent d'hydrocarbures, environ 30% des réserves mondiales de gaz naturel et jusqu'à 13% des réserves mondiales de pétrole. D'où le fait qu'on assiste à une militarisation rapide de l'Arctique, en particulier de la part de la Russie. Et en même temps, c'est normal, c'est de là qu'elle tire 80% du gaz naturel et 17% du pétrole qu'elle produit. Il se trouve qu'en plus, l'Arctique abrite actuellement la plus grande flotte navale de la Russie, la flotte du Nord. En même temps, normal, vu la taille du pays et sa configuration, c'est son plus important front de mer, son plus grand accès maritime. Donc, pas vraiment étonnant que la Russie soit dans une démarche de sécurisation qui passe par la militarisation de cet espace géographique beaucoup plus poussé que les autres pays limitrophes. Il y a 3 fois plus de bases militaires russes dans la région que de bases de l'OTAN. Par contre, il n'y a pas que la Russie qui s'y intéresse, il y a aussi la Chine. Sauf que contrairement à la Suède, à la Norvège et à l'Islande, la Chine n'a pas d'accès direct sur l'Arctique. En revanche, la flotte scientifique de Beijing, elle dispose justement de droits d'accès aux ports de ces 3 pays. Après, faut pas être dupe, hein. Les renseignements que les autorités chinoises peuvent en tirer ne servent pas uniquement à la recherche scientifique. Ceci dit, l'intérêt réel que porte la Chine à cet espace géographique, il est moins militaire que commercial. C'est assez évident sur la carte, c'est tout à fait dans l'intérêt de la Chine qu'il y ait une route maritime qui traverse l'Arctique. Ça lui permettra de réduire les délais de livraison et les coûts de transport. Et puis, il y a aussi une question de sécurité. La Chine ne risque plus, ou moins en tout cas, de voir ses marchandises entrantes comme sortantes bloquées au niveau du détroit de Malacca ou de l'océan Indien, que ce soit par les USA ou par l'Inde. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine soutient les efforts de la Russie pour construire des infrastructures dans l'Arctique. Évidemment, les USA ne pouvaient pas rester les bras croisés. Alors, il est vrai que leur intérêt pour l'Arctique était jusqu'à il y a peu limité. Mais avec l'arrivée de Trump en 2017, Washington a changé son fusil d'épaule. Par exemple, en 2018, le Pentagone a rétabli la 2e flotte états-unienne, alors qu'elle avait été mise hors service en 2011. Puis, en 2020, les forces armées états-uniennes ont réalisé plus de 20 exercices militaires dans l'Arctique. Bref, rien d'étonnant à trouver des titres comme celui-ci. L'Islande autorise les visites des sous-marins nucléaires états-uniens. Cette nouvelle est bien plus révélatrice qu'elle n'y paraît à prime abord. On pourrait penser qu'en cas de conflit dans l'Arctique entre grandes puissances, eh bien que le rôle de l'Islande ne serait pas très pertinent. Sauf que c'est tout le contraire. L'Islande a retrouvé une importance stratégique capitale. L'Islande, la gardienne du passage. Avec tous les efforts que la Russie déploie depuis 1 an et demi en Ukraine, on
pourrait penser que la superpuissance a délaissé les autres fronts géopolitiques. Et dans une certaine mesure, c'est effectivement le cas, par exemple en Asie centrale avec le conflit azerbaïdjano-arménien. Mais ce n'est certainement pas le cas avec l'Arctique, qui reste une priorité absolue pour Moscou. Les activités militaires de la Russie dans la zone n'ont fait que s'intensifier ces dernières années, ce qui pousse les pays membres de l'OTAN à redoubler de vigilance. Alors, si l'Islande ne peut pas ignorer la présence toujours plus visible de la Russie dans cet espace géographique, elle ne peut pas non plus espérer la contrer. C'est d'ailleurs pour cette raison que les autorités de Reykjavik ont fait le choix, sinon d'un rapprochement cordial, au moins d'un dialogue apaisé. Par exemple, en 2013, ils ont passé un accord de coopération scientifique centré sur l'Arctique. Ils ont aussi passé des accords dans le domaine de la pêche, de l'énergie et du tourisme. Après, c'est pas pour autant que l'Islande oublie ses engagements auprès de ses alliés de l'OTAN. En 2014, le gouvernement islandais s'était joint à l'indignation collective des gouvernements occidentaux face à l'annexion de la Crimée par la Russie. Les Islandais ont aussi appliqué les sanctions occidentales, même si cela signifiait que ça pénaliserait sa propre industrie de la pêche. Suite à ces tensions, les relations entre Moscou et Reykjavik se sont un peu refroidies. Des bombardiers russes repérés dans l'espace aérien islandais. L'Islande se plaint que les bombardiers russes représentent un danger pour les avions civils. Reykjavik affirme que 3 avions militaires russes Tupolev Tu-160 ont volé trop près des vols des passagers pour leur confort lors du dernier incident du mardi dernier. Et tout comme en 2014, en 2022, l'Islande a à nouveau condamné le Kremlin pour l'invasion de l'Ukraine. Or, comme l'Islande ne peut pas aider militairement, vu qu'elle n'a pas d'armée, elle a aidé autrement. Déjà, elle a notamment fait don à l'Ukraine de 3 hôpitaux de campagne, de 10 camions-citernes et elle a aussi accepté d'accueillir 3000 réfugiés ukrainiens. Ok, tout ça, c'est super cool de la part de l'Islande, mais ça n'explique pas vraiment pourquoi le pays est soudainement redevenu d'une importance stratégique majeure. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Et en fait, l'Islande se trouve au centre du passage Giru. Alors le G pour Groenland, le I pour l'Islande et le RU pour le Royaume-Uni. Pour être plus précis, le passage Giru fait référence à l'espace qui sépare la mer de Norvège de l'Atlantique Nord et qui s'étend du Groenland au Royaume-Uni, et l'Islande, elle est là en plein milieu. En fait, durant la guerre froide, cette région était vitale parce qu'elle servait de goulot d'étranglement si jamais il y avait un affrontement naval entre la flotte de l'OTAN et celle de l'Union soviétique. À l'époque, le passage Giru était l'un des espaces géographiques les plus surveillés au monde, et l'Islande, elle était au cœur de cette surveillance, vu qu'il était très facile de mener des opérations de reconnaissance à partir de l'île. Aujourd'hui, la boucle, elle est bouclée. L'Islande est revenue au centre de l'attention et elle joue un rôle clé dans la contention d'un éventuel assaut de la Russie. C'est beaucoup plus simple de détecter depuis l'Islande des sous-marins nucléaires furtifs qui voudraient s'aventurer dans l'Arctique, voire de tenter la traversée du passage Giru. Le retour potentiel à une situation proche de celle de la guerre froide, avec des sous-marins déployés autour de l'Islande et des vols de bombardiers stratégiques à nouveau menaçants, a fourni à l'Islande une excellente opportunité d'attirer à nouveau l'intérêt militaire des États-Unis et de l'OTAN, et ainsi d'attendre en ces temps incertains une sécurité territoriale des mains des alliés de l'OTAN et surtout de la superpuissance états-unienne. Alejandro McKinley, réserviste affecté à l'état-major de la marine espagnole, dans un article de l'Institut espagnol d'études stratégiques. Et voilà, vous avez sous les yeux la preuve qu'un pays n'a pas forcément besoin d'une armée pour réussir à être influent sur les grands enjeux sécuritaires de notre époque. Aujourd'hui, l'Islande est écoutée et respectée, du moins en apparence, tant par l'Occident que par la Russie, à cause du rôle qu'elle joue dans l'Arctique et de l'accès à l'Atlantique Nord qu'elle contrôle au niveau du passage Giru. Ok, on a plié la question. Maintenant, c'est à ton tour. À ton avis, est-ce qu'on n'accorderait pas un peu trop d'importance à l'Islande, ou est-ce que son avantage stratégique est réel? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, pense bien à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo à tes potes, qu'ils soient islandais ou non, et à très vite pour plus d'actu sur le monde. Peace out.